Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Et qui d'autre pour commenter l'actualité médiatique de la semaine que Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas et bonne année, bonne santé, bonne voix pour l'année nouvelle, pour 2019. Effectivement, meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de TV Liberté. Face au parti pris médiatique et à l'absence de pluralité d'opinion, les Gilets jaunes ont décidé de passer à l'offensive contre les médias. Comme chaque année à la Saint-Sylvestre, des centaines de véhicules ont été incendiés. Un phénomène largement minoré par les médias qui ont peur de stigmatiser la population immigrée. Si une large majorité de Français n'a pas été convaincue par les vœux d'Emmanuel Macron, ce dernier peut compter sur le soutien de plusieurs journalistes. Et vous retrouverez le zapping et les tweets de la semaine. Les Gilets jaunes se rebiffent. Alors avant d'étudier cette révolte contre les médias en profondeur, eh bien, commençons par analyser une petite manipulation habituelle, l'intox sur la mobilisation. Alors si l'on en croit l'AFP et à tous les médias qui ont repris la dépêche, eh bien, la mobilisation des Gilets jaunes a été timide lors de l'acte 7. C'est le cas du Point qui titre sur une timide mobilisation des Gilets jaunes, Le Monde, 20 minutes, Europe 1, France 24. Alors, ce qui est intéressant, outre ce choix des termes qui a été donc repris par les médias, eh bien, c'est la possibilité que les chiffres de la mobilisation aient été truqués ou en tout cas minorés par les médias. Alors, c'était un sentiment général au sein des Gilets jaunes depuis plusieurs semaines, la sensation que les chiffres de la police ou de certains médias pouvaient être inférieurs à la réalité de la mobilisation. Eh bien, un compte Twitter, Bref de Presse, bien connu des tweetos, a réalisé un condensé des estimations de médias locaux pour la comparer en fait, à l'estimation nationale donnée par LCI et BFM. Estimation nationale donc de BFM et LCI qui monte à 12 000 manifestants. Or, eh bien, le condensé de ces chiffres de rédaction régionale, eh bien, montre qu'il y aurait au moins le double des manifestants sur plusieurs villes uniquement et pas toute la France en plus. Donc voilà, ça montre bien, eh bien que les chiffres de LCI et BFM sont très différents de ceux des rédactions régionales. Alors est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est une minoration qui est consciente? Là est la question. Je crois qu'on est dans la PPC, la paresse politiquement correcte. Comme c'est politiquement correct de dire qu'il n'y a personne, mobilisation timide, c'est une expression de l'AFP, l'agence France Propagande, comme disent les Gilets jaunes à juste titre, eh bien, comme c'est politiquement correct de le dire, on ne cherche pas à, comment ils disent, fact-checker, à contrôler les faits. Et effectivement, ni les grands fact-checkers, entre guillemets, de l'AFP, de Libération ou du Monde ne vont vérifier les choses, alors que c'est finalement assez facile, puisqu'il y a des sources qui sont d'autres médias, mais sous l'angle local. Ça peut être des médias de presse écrite ou des médias audiovisuels, et là, on n'a pas les mêmes chiffres. Alors effectivement, et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est ce qu'a noté Gérard Miller, eh bien, c'est que la mobilisation qui est timide selon l'AFP, eh bien, finalement, elle pourrait être plutôt vue comme conséquente, surtout vu la période, finalement. Voilà, si vous voulez, c'est là qu'il y a l'angle du titre. L'AFP dit mobilisation timide.
On est effectivement combien le 29 ou le 30 décembre, donc vraiment 29, ouais. au milieu du cœur des fêtes. On aurait pu dire la mobilisation se maintient malgré les fêtes ou mobilisation persistante malgré les fêtes. On pouvait angler différemment. Ça aurait été plutôt plus juste. Alors ça aurait été d'autant plus juste que pour Gérard Miller, justement, eh bien, une mobilisation au cœur des fêtes malgré le froid, la fatigue et la répression, eh bien, c'est du jamais vu selon lui. Donc, parole de révolutionnaire, j'ai envie de dire. Alors, les Gilets jaunes ont donc lancé l'offensive contre les médias. Première salve, eh bien, le blocage des imprimeries de Ouest France. C'était un acte donc extrêmement fort. Hein, à Nantes, des Gilets jaunes, une vingtaine, qui ont donc bloqué la diffusion de ce grand quotidien régional. Alors, dans l'article qui est consacré par Ouest France à ce blocage, eh bien, on apprend que c'est parce que, mécontent de la couverture du mouvement par les titres de Ouest France, eh bien, que ces Gilets jaunes ont bloqué la diffusion des exemplaires, ce qui est donc un acte quand même de révolte contre les médias qui est assez fort. Oui. Mais c'est la réponse du berger à la bergère. Alors c'est effectivement une diffusion, 180 000 exemplaires en moins, ça a été vivement critiqué, mais avant de voir les critiques, j'ai envie de partager avec vous eh bien, un propos de François-Bernard Huyghe dans Atlantico, qui déclare « Cette initiative, qui rappelle les grands blocages du Parisien libéré par la CGT dans les années 75, n'est pas très fine stratégiquement. Mais je comprends que les Gilets jaunes soient énervés de l'amalgame perpétuel dont ils sont victimes, peste brume, beauf homophobe, raciste, violent, séditieux, destructeur de la planète, etc. » Donc finalement, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, un retour du berger à la bergère. Oui, alors je ne suis pas d'accord avec le point de vue de François-Bernard Huyghe qui dit que ce n'est pas très fin stratégiquement, parce que ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que tout le monde se croit très fin stratégiquement, en ménageant les médias, y compris quand ils mentent, y compris quand ils amalgament, y compris quand ils désinforment. Et je crois qu'il y a un moment où les médias ont un pouvoir et que ce pouvoir, il se combat. Au fond, les Gilets jaunes, c'est l'opposition au pouvoir, le média, c'est le pouvoir, et donc ils combattent les médias. J'ajoute que quand on nous parle de liberté d'expression s'agissant de Ouest France, c'est un monopole. Il n'y a pas de liberté d'expression quand il y a un monopole. Or, sur tout l'Ouest, Ouest France est quasiment monopolistique, puisqu'ils ont même racheté un certain nombre de journaux qui auraient pu faire concurrence avant, comme Presse Océan ou que sais-je encore. Donc, il y a un monopole. Quand il y a un monopole, il n'y a pas de liberté. Alors cela n'a pas empêché eh bien, des journalistes et des hommes politiques de s'indigner. On a par exemple David Abiker, qui est journaliste pour Europe 1, qui a déclaré qu'il était en solidarité totale avec Ouest France. On a Brune Poirson, députée de La République En Marche, qui rappelle la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Jean Arthuis, qui parle là encore de démocratie et de liberté. En s'attaquant à la presse, il bafoue les libertés. Jean Arthuis, un député de l'Ouest ou un sénateur de l'Ouest, je ne sais plus, où il l'a été en tout cas, et il a besoin d'Ouest France. Donc son propos n'a pas grande valeur. Et c'est la personne qui arrive après, c'est François de Rugy, donc lui aussi ancien député nantais, et peut-être même futur maire de Nantes, donc c'est dire effectivement qu'il a besoin de l'appui de la presse, qui déclare... Les médias ne sont pas exempts de critiques, mais la liberté de la presse doit être défendue partout et toujours. Elle fait partie de la démocratie. Donc c'est quand même des prises de position fortes. La liberté de la presse, c'est le pluralisme de la presse. Or, il n'y a pas de presse pluraliste, de presse régionale pluraliste, puisqu'il y a un monopole. Donc si on défend la liberté de la presse, on lutte contre le monopole de Ouest France. Et j'ai envie de dire que lorsque TV Liberté a été censuré par YouTube, finalement, François de Rugy, on ne l'a pas entendu. Ça n'a pas ému grand monde. En tout cas, en dehors de nos cercles et de nos soutiens, bien sûr. Alors, il y a deux choses à relever de manière assez ironique dans cette affaire du blocage de Ouest France. Premièrement, l'édito du journal qui a été bloqué par les Gilets jaunes, eh bien, c'était un édito à charge contre les Gilets jaunes, intitulé « La République face aux irresponsables ». Alors, pas à charge frontalement, puisqu'il s'agissait de dénoncer les extrémismes, la radicalité. Mais malgré tout, c'est assez ironique que le journal bloqué soit en fait... via un édito qui soit consacré aux Gilets jaunes, en les amalgamant un petit peu à la violence. Et puis avec des images aussi très péjoratives. Voilà. On ne va pas pleurer sur Ouest France, qu'on paye d'ailleurs. Bon, voilà, on les paye avec notre... en tant que contribuable, on contribue à les faire vivre alors qu'ils ne viennent pas pleurer. On ne va pas leur payer des mouchoirs en plus. Alors, ce qui est à noter encore, un dernier élément, eh bien, c'est que Ouest France a déjà été accusé de censure par le passé, notamment par le magazine breton,
possédé en partie par Ouest France, alors qui avait été retiré des kiosques pour son numéro 84, un numéro dont la manchette était 18% de Bretons pour l'indépendance, qui était consacré à un sondage sur la Bretagne. Et en fait, soi-disant pour des raisons techniques, il avait été retiré des kiosques, donc c'est même pas bloqué, c'est retiré des kiosques et remis en kiosque, avec cette fois la manchette qui ne parlait plus de l'indépendance, mais qui déclarait 69% des Bretons ignorent leur histoire. Alors la CFDT d'Ouest France avait noté qu'il s'était agi d'un acte de censure à l'époque, et finalement... Ça n'avait pas ému grand monde non plus. Voilà. Il y a la bonne censure, qui est la censure politiquement correcte, et puis il y a la méchante censure quand le politiquement correct est visé par des gens qui en ont un peu marre, quoi. Voilà. Ça se comprend. Alors, une autre forme de mobilisation contre le politiquement correct, c'était samedi dernier, les Gilets jaunes présents à Paris qui ont décidé de se mobiliser contre les médias eux aussi, en se réunissant d'abord sous les fenêtres de BFM TV, puis devant les bureaux de France Télévisions. L'Express, dans un article titré « Des Gilets jaunes regroupés devant les sièges des médias », nous apprend que les manifestants scandaient « journalistes collabos ». Nous apprend également que le groupe s'est dirigé dans le calme depuis BFM TV jusque France Télévisions. Une journaliste présente dans le bâtiment de BFM TV reprend les propos. Ils veulent que les journalistes répondent de leurs mensonges. Alors on va regarder tout de suite la vidéo d'un manifestant au micro de RT France qui réclame une véritable pluralité d'opinion. On vient pour réclamer qu'il y ait une juste mesure sur les médias, c'est-à-dire qu'on dise des choses, qu'il y ait des interlocuteurs, qu'il n'y ait pas tout le temps Monsieur Barbier, Monsieur Apathy, etc. En deux mots, c'est la fin de l'impunité médiatique. Voilà. Il y a eu une immunité médiatique, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient et ils répondaient aux gens si vous n'êtes pas content, on ne parlera plus de vous. C'est ça le chantage médiatique, le chantage des médias. Aujourd'hui, les Gilets jaunes disent vous parlez de nous en mal, nous allons dire ce que nous pensons de vous. C'est la fin de l'immunité médiatique, c'est la fin de l'impunité médiatique. Et c'est très bien. Bravo les Gilets jaunes. Alors, on peut noter aussi que bravo les Gilets jaunes, c'est un travail remarquable. On peut noter aussi que c'est quand même une mobilisation pacifique, puisque là, on n'en est pas de réclamer la guillotine pour les journalistes, il s'agit juste de demander une pluralité d'opinions dans le paysage journalistique. Oui, vous avez raison de le dire, parce que c'est vrai que quand il y a des changements de régime, il y a deux forces qui souffrent particulièrement. Il y a la police politique et la police de la pensée. Et les journalistes ont souffert lors de grands changements politiques, ils ont souffert lors de la chute du communisme, ils ont souffert à la libération, l'épuration a touché beaucoup les journalistes. C'est les deux forces qui, au fond, c'est assez normal. Les forces qui tiennent un pouvoir, c'est la police politique, c'est la police de la pensée. C'est sûr qu'il y a un moment où ça se passe pas très bien pour eux. Et ils craignent ça d'ailleurs. Ils n'osent pas le formuler, mais ils le craignent. On sent une certaine... Moi, je regarde les tweets des journalistes, je regarde leur réaction, ils commencent à flipper, quoi. Alors, un symptôme de cette peur qui peut-être qui attrape si elle pouvait être le commencement de la sagesse. C'est donc ces images samedi soir d'un incendie au pied de l'immeuble du Parisien qui ont fait le tour des médias. Alors que la mobilisation des Gilets jaunes avait pris spécifiquement pour cible les médias, forcément beaucoup de journalistes n'ont pas hésité à accuser rapidement les manifestants, alors même que de nombreuses sources très rapidement avaient évoqué une cause accidentelle. On note notamment en direct sur LCI la diffusion de ces images qui font oublier aux journalistes toute prudence, tout simplement. On va regarder ça. Cette image, malheureusement, Jannick Halimi, regardez, qui vient de nous parvenir, c'est celle de l'entrée du journal Le Parisien, qui est en feu. Et oui, on en parlait tout à l'heure des Gilets jaunes qui s'attaquent également aux médias. Évidemment, on vous sent extrêmement choqué. C'est évidemment antidémocratique, insupportable. Même chose sur Twitter, où la journaliste du Parisien Catherine Gasté déclare « Incendie déclenché devant l'entrée du Parisien, des gens travaillent à l'intérieur, irresponsables et scandaleux ». En fait, dès les premières minutes, on avait des informations qui incitaient pour le moins à la prudence. Un journaliste sur place, Raphaël Bloch, déclarait que le feu avait eu lieu vers 19h15 et dans son tweet posté à 20h, que la cause de l'incendie était accidentelle.
Même chose encore plus tôt à 19h30, Line Press, l'agence de presse qui est très en pointe sur les Gilets jaunes, qui déclarait elle aussi que cet accident n'avait rien à voir avec la manifestation des Gilets jaunes. Des informations qui avaient même été rapidement confirmées par Christophe Castaner lui-même, qui avait posté un tweet dans ce sens avant de le supprimer pour en poster un plus trouble, qui en tout cas laissait plus de place à l'interprétation. Lisez-nous les tweets de Castaner. Je vais vous les lire. Le feu est maîtrisé, une enquête est en cours pour en déterminer les causes. Et le premier tweet, celui qui a été supprimé... Qui peuvent être accidentel ou criminel. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà, on ouvre. Et le premier tweet... Et le premier tweet était « Le feu est maîtrisé. Attention, sur les bases des premières constatations par nos services et d'après un témoin, le départ de feu serait dû à une surchauffe moteur, puis à la propagation vers les véhicules à proximité, à vérifier. Enquête en cours. » Donc il y a une grosse différence. Voilà, c'est-à-dire qu'on a d'abord un tweet précis, avec une cause accidentelle à peu près établie, et on a ensuite un tweet imprécis qui laisse la porte ouverte à une cause criminelle. Et évidemment, c'est cela que les médias vont reprendre, alors qu'il y a, indépendamment de la source Castaner, c'est un joueur de poker, hein. C'est pas un type qui a toujours dit la vérité, sinon il n'aurait pas fait de fric en jouant au poker. Bon, eh bien, on le prend que les médias ont quand même pris ça, alors qu'il y avait d'autres informations de journalistes sur place, de Twittos et de Line Press. Et donc, dès 19h30, on sait que c'est accidentel, mais on continue d'y aller, sur l'autre hypothèse. Alors, autant l'émotion de la journaliste, la rédactrice du Parisien sur le plateau d'Elysée peut être compréhensible, autant il y a quelque chose qui est complètement incompréhensible et qui c'est la palme du Bobard qui revient à Soir 3 sur France 3, un reportage diffusé à minuit 30, donc bien après que toutes ces informations soient de notoriété publique. À Paris, seules 800 personnes ont répondu à l'appel. Certains se sont rassemblés devant les bureaux de plusieurs médias. BFM TV d'abord, France Télévisions ensuite. Une tournée qui s'est terminée boulevard de Grenelle, non loin des locaux du journal Le Parisien, où plusieurs véhicules ont été incendiés. Une enquête est ouverte. Bon, alors ça, c'est à minuit. Donc à minuit, on sait que ça n'a rien à voir, mais... Ou en tout cas qu'il y a un très gros doute, quoi. Bon, on sait en gros que ça n'a rien à voir, mais on fait un joli amalgame. La virée qui a mal tourné, c'est donc bien que ce sont eux qui ont incendié l'entrée du Parisien, alors que ça n'a rien à voir. Voilà. Mais ça fait rien. Un petit bobard par-ci, un petit bobard par-là, ça fait jamais de mal. Et puis, ça va bientôt être la cérémonie des bobards d'or, il faut se placer. Faut les comprendre. Ils sont bien. Alors, 18 février. Un autre qui méritera peut-être sa place au Bobard d'or, c'est Jean Quatremer, qui déclare sur ce sujet-là « Un mouvement de beaufs poujadistes et factieux, comme je le répète depuis un mois, on est au cœur maintenant », en faisant référence donc à cet incendie du Parisien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le lendemain midi, l'AFP confirme qu'il s'agissait d'un accident, sauf que le mal est déjà fait. Alors ça, c'est typique des méthodes de l'AFP, c'est le bobard par timing. On laisse filer une information fausse et on la corrige très tard, et je dirais trop tard qu'on ne peut plus avoir d'effet. On sait dès 19h30, la veille, que c'est accidentel, l'AFP sort sa dépêche à 11h30 le lendemain, en gros quand ça ne sert plus à rien. Ils font ça aussi pour les manifs. Ils sortent les chiffres avant la manif. Quand la manif est politiquement incorrecte, on sort un chiffre très bas avant que la manif ait débuté. Et puis on sort le chiffre réel très tard, quand les journaux ont bouclé ou que l'information est passée. C'est le bobard par timing, ce sont l'AFP, ce sont des professionnels de la désinformation. Passons au zapping. ¿Está el otro cortado? Menores. Vamos, sal, mon ami. Sal, mon ami, sal. Mais je pense que c'est surtout les élections européennes qui devront trancher sur cette question. On a aujourd'hui ceux qui proposeront une réponse commune aux migrations, c'est Emmanuel Macron, c'est un certain nombre de mouvements progressistes en Europe, et on a ceux qui disent qu'il faut fermer toutes les frontières. Il y aura un vrai débat sur cette question-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment que ce soit au cœur des élections européennes.
2019 sera-t-elle l'année de Vox en Espagne, l'année où le parti d'extrême droite de Santiago Abascal pourrait faire une entrée fracassante au Parlement et deviendra une force clé pour la formation d'un gouvernement. Selon 2 sondages publiés cette semaine, si des législatives avaient lieu aujourd'hui, Vox remporterait 13% des voix, soit entre 43 et 45 sièges. On nous avait annoncé la fin de l'histoire, l'avènement d'une démocratie éternelle. 30 ans plus tard, on doit déchanter. L'Italie vient de se jeter dans les bras de clowns xénophobes. L'Autriche a porté au pouvoir un parti d'extrême droite qui revendique l'héritage économique du Troisième Reich. La Hongrie, la Pologne et la Roumanie se transforment en régime autoritaire. Enfin, pour ce que l'on entend ce matin, ça ressemble quand même à une tempête dans un verre d'eau, parce qu'il y a au moins une chose que l'on peut dire, c'est que les 2 versions, celle d'Alexandre Benalla et celle de l'Élysée, pour le coup, sont exactement les mêmes. L'un est venu pour des affaires personnelles, professionnelles, qui n'ont rien à voir à l'Élysée, et comme par hasard, c'est exactement ce que dit l'Élysée. Dans un régime normal, M. Benalla aurait dû quitter la présidence de la République le 2 mai et personne n'en aurait parlé. Quelle est l'affaire d'État? L'affaire d'État, c'est que ce fait divers, il est couvert. M. Benalla est protégé. M. Benalla est soutenu, est aidé et on le voit dans toute sa morgue actuelle, il bénéficie d'une sorte d'impunité. Vous avez posé la question de la démission du président ou pas? Non, on n'a pas posé la question de la démission du président. C'est pourtant celle qui était demandée. Jamais n'a été demandée la démission du Premier ministre direct. Non, mais on pourrait, mais je pense que ça mangerait sur ceux qui disent dissoudre l'Assemblée. Ce serait divisé entre ceux qui veulent aller encore un cran plus haut, les plus radicaux, on va dire. La guillotine! La guillotine! Écoutez. Ce que je n'ai jamais vu en 20 ans de carrière, c'est un mouvement qui, en dépit de samedis de violence, d'une intervention extrêmement forte suivie par 23 millions de personnes du président de la République, et de même des fêtes de Noël et du premier de l'an, dont le soutien ne bouge quasiment pas, puisque dans nos chiffres, on a eu 59% au plus bas, 66% au plus haut. C'est-à-dire, c'est quasiment toujours la même chose. On n'est pas tous du même parti, il y en a qui sont un peu de gauche, il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont même des fois d'extrême droite, donc il y a de tout dans le gilet jaune. Voilà, on est des citoyens avant tout. Mais le plus important, c'est la prudence. Quand vous ne savez pas, quand vous avez un doute, il ne faut pas partager avant d'avoir essayé de savoir de quoi il en retournait. Mais sachant que dans les gens qui disent c'est la peste brune, il y a des intentions politiques qui sont que ça s'arrête. Oui, mais il y a une réalité sociale aussi, qui est qu'il y a un certain nombre de groupes d'extrême droite qui, dès l'origine, ont participé au... Et d'extrême gauche, dès l'origine aussi. C'est marrant, c'est toujours l'extrême gauche que vous oubliez. Je suis désolé. Alors attendez, quand on fait moi ça me pose absolument aucun problème. Ça n'a pas l'air. Personne n'a le droit de dire qu'il est le peuple. Personne n'a le droit de prétendre qu'il incarne et qu'il parle au nom du peuple. On le sait ce que ça donne dans l'histoire. Même si la revendication est juste, même si elle est belle, dès lors que vous dites « je suis le peuple, nous sommes le peuple exige », on est dans une logique qui est terrifiante, qui est terrible. Zapping assez sympathique avec sa fin sur la découverte aux confins du système solaire, Ultima Thule, c'est assez beau. C'est quand même la grande aventure aussi, la grande aventure européenne, là. La grande aventure de la civilisation européenne. C'est quand même assez touchant. Et puis, il y a cette scène quand même assez extraordinaire. À l'heure où nous parlons, Éric Drouet est encore en garde à vue, donc on ne sait pas ce qui va être décidé par le pouvoir contre lui. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fond, tout le monde a l'air de trouver normal qu'on l'arrête parce qu'il a fait une manifestation non déclarée. En l'occurrence, c'était un dépôt de bougies pour les Gilets jaunes victimes d'accidents. Tout le monde chez les macronistes. Tout le monde chez les macronistes. Tout le monde chez les macronistes, bon. Alors que tout le monde dans les médias avait fait un scandale quand Navalny avait été interpellé en Russie parce qu'il organisait une manifestation interdite. Alors on avait trouvé ça
absolument anormal. Avec tout de même cette différence que Navalny, en Russie, c'est quelques centaines de manifestants et au pire quelques milliers, et dans l'électorat, ça représente rien, à part un peu à Moscou peut-être, alors que les Gilets jaunes, c'est un mouvement infiniment plus important, infiniment plus profond, mais on arrête l'un des chefs des Gilets jaunes à Paris, c'est normal, on arrête un homme présenté comme l'opposant à Poutine, alors que franchement, si Poutine n'avait à craindre que Navalny, il n'aurait pas de souci à se faire, ça c'est un scandale. C'est vraiment le deux poids, deux mesures extraordinaire. Alors, un deux poids, deux mesures qui pourrait même se voir aussi quand, par exemple, des Femen manifestent de manière non déclarée dans certains endroits, ou alors, effectivement, encore, si ça avait été en Hongrie ou en Chine, etc., on aurait parlé, effectivement, de ces choses-là de manière dramatique. Donc là, absolument. Les médias, vraiment, ont une partialité. Le même événement va être interprété de manière totalement différente. Suivant l'endroit où il a lieu. Alors que c'est vrai que dans les deux cas, on peut dire c'est une manif interdite. On applique la loi, on interpelle celui qui l'a organisée, mais on peut dire aussi c'est un opposant politique, on doit le respecter. On peut dire les deux choses dans les deux cas, c'est vrai. Sauf que dans un cas, on choisit de dire il a violé la loi, c'est normal qu'il paye, et dans l'autre cas, on dit attention, liberté politique. Alors en novembre de cette année, enfin de l'année dernière plutôt, la CEDH a estimé que les arrestations de Navalny étaient des arrestations politiques et avait donc condamné ces arrestations. Peut-être que ça va arriver pour Éric Drouet, peut-être, qui sait. Oui, peut-être que la France va être condamnée par la CEDH. Oui. De toute façon, moi je trouve que la CEDH n'a condamné personne. Je ne suis pas favorable à cet organisme. Mais enfin, on peut attendre effectivement de voir ce qu'il va faire. Voilà. Ah ouais. Très bien. D'autres observations sur ce zapping ? Oui, alors le marquis de Quatremer nous fait un numéro de pure propagande sur France Info, payé par le contribuable, comme d'habitude, payé par la redevance. Alors n'oubliez pas TV Liberté. Voilà. Et puis, je voudrais commenter un petit peu. On a au début un immigrationniste forcené qui s'exprime. C'est Aurélien Taché, qui est un député La République En Marche, présenté comme un janissaire. Janissaire, c'est une jolie expression de Macron, et qui vient du groupe SOS. Le groupe SOS, on vous en a parlé, c'est un groupe soi-disant humanitaire qui est dirigé par un dénommé Borrello, qui est un génie du politiquement correct, et en même temps un homosexuel, enfin ce qui est son droit, mais qui harcèle son personnel masculin. C'est pas grave, comme c'est un type qui est à gauche, qui pense bien, personne n'y verra de mal. C'est pas le premier. Et c'est de là que vient Aurélien Taché qui touche, si j'ose dire, toutes les cases. Il est immigrationniste, il est homosexualiste, il est déconstructionniste, il est parfait ce type. Et paraît-il, il s'exprime au nom de Macron, donc c'est très très engageant. Dernier point, alors ça c'est un peu le contrepoint, si je puis dire. Les sondages qui donnent Vox, le mouvement populiste espagnol, à 13% pour les prochaines échéances électorales, c'est évidemment très important, parce que tout ce qui est à droite de l'échiquier politique, tout ce qui est populiste, avait complètement disparu d'Espagne, était complètement inexistant en Espagne depuis le rétablissement de la royauté en 1975. Donc là, il y a un phénomène majeur qui est l'arrivée d'un mouvement national en Espagne. Très bien. Alors, autre phénomène majeur et malheureusement triste qu'on observe en France, eh bien, ce sont les véhicules incendiés à la Saint-Sylvestre. C'est le deuxième sujet. Les banlieues en flammes, les médias voient flou. Du Morbihan à la Seine-Saint-Denis, en passant par l'Alsace et l'Occitanie, eh bien, la nuit de la Saint-Sylvestre a été malheureusement similaire à toutes les autres nuits du réveillon depuis des années. Partout en France, des voitures ont été incendiées. Alors pour les médias, eh bien, finalement, c'est une tradition. Pour France 3 Occitanie, par exemple, eh bien, le terme tradition est employé, de même que phénomène. Pour l'Express, c'est une triste tradition. Et pour Nice Matin, c'est un spectacle malheureusement habituel. Que penser de ces termes ? Je ne mettrai pas sur le même plan Nice Matin qui dit malheureusement habituel, parce que ça c'est factuel, et l'expression tradition. Parce que tradition, c'est un terme positif, mais appliqué à des incendies de voitures, c'est de la novlangue. Parce qu'un incendie volontaire, c'est un délit très grave, passible de 10 ans de prison. Avant, c'était un crime. Pourquoi ? Parce que l'incendie volontaire, si ça se propage, ça peut ruiner
une ville, par exemple. Donc c'est très grave. Aujourd'hui, il y a des services d'incendie efficaces, donc c'est moins grave. Mais ça reste un délit passible de 10 ans de prison. Entre nous, on n'a jamais vu personne condamné à 10 ans de prison aujourd'hui pour les incendies volontaires de ce type. Mais voilà. Et les médias nous disent oh, c'est une tradition. Voilà. Donc c'est l'art de pasteuriser la réalité. Et puis il y a autre chose. Il n'y a pas de reprise dans les grands médias sur ce sujet. Exactement. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-dessus ? Alors, on a plusieurs médias qui en parlent quand même. On a par exemple l'Express et Le Point qui en parlent. Mais sur les grands médias, que sont par exemple Libération, Le Figaro, Le Monde, à l'heure où je vous parle, eh bien, aucun article dédié pourtant à ce fait majeur. Alors, le ministère de l'Intérieur avait décidé de ne pas communiquer sur les chiffres précis, toujours à l'heure où je vous parle, en disant que le niveau, la soirée s'était bien passée malgré quelques accros. C'est un silence qui a été pointé du doigt sur les réseaux sociaux. Le silence, en plus du ministère de l'Intérieur, le silence des grands médias sur cette question. On a par exemple un tweetos qui écrit « On n'entend pas parler des voitures brûlées, les journalistes sont formidables ». Gilbert Collard, plus de 1000 voitures brûlées lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Les incendiaires feraient-ils partie de la foule haineuse dont parle Macron dans ses vœux ? Et puis un autre tweetos. Les médias ont montré en boucle les voitures brûlées dans les manifestations des Gilets jaunes, mais là, en une nuit, la racaille a brûlé beaucoup plus de véhicules dans l'indifférence générale. Et donc, effectivement, il y a un silence médiatique sur cette question, outre cet usage de la novlangue, étonnant. Alors là, on retrouve la connivence ministère de la police médias, puisque le ministère de la police ne sort pas de chiffres. Il a, évidemment. Il ne les sort pas. Et les médias ne les cherchent pas. Alors qu'il pourrait, quand même, en regroupant les informations locales, exactement comme on a pu le faire pour les manifestations, comme certains ont pu le faire pour les manifestations. Alors vous allez me dire pourquoi nous, on ne le fait pas ? Parce que c'est vrai que pour regrouper toutes les informations locales, il faut un peu de temps de travail. Sauf que nous, on n'a pas les moyens humains et les moyens financiers de le faire. Mais ce serait tout à fait possible. Les médias pourraient établir le chiffre. Alors on a quand même une idée du chiffre. Il y a Orange Actu qui a sorti le chiffre de plus de 1000 véhicules. Par contre, nous avons quand même des chiffres sans doute inférieurs à la réalité, mais qui ont été à peu près connus. Ce sont les chiffres des incendies de véhicules en 2018 en Île-de-France. En Île-de-France, 277. En 2017, 250. Donc, et en 2017, il y avait eu plus de 1000 véhicules incendiés recensés. Donc si la proportion est respectée, on peut penser que 2018, c'est un cru de voisin, un peu meilleur ou un peu pire, je ne sais pas, à celui de 2017. Mais pour les médias, circuler, il n'y a rien à voir. Passons au tweet. Le premier commentaire sera un coup de chapeau. Un coup de chapeau à Marin Sauvagon, qui a été décoré de la Légion d'honneur, ce qui est une bonne chose, parce qu'il a fait preuve de ce qu'on appelle un acte de courage et de dévouement. Il est intervenu
pour défendre un couple qui était victime d'une agression. Et il a mis beaucoup de temps, sa famille a mis beaucoup de temps à faire reconnaître cet acte de courage. Dans un premier temps, il a été totalement occulté, puisque le couple avait été victime de racailles immigrées, donc l'affaire a été occultée. Petit à petit, grâce à la rhinphosphère, c'est sorti, et l'affaire s'est un petit peu développée, et il a fini par avoir la reconnaissance de cette Légion d'honneur, ce qui est une bonne chose, parce que c'est un garçon courageux, dont la vie a quand même été détruite, puisque maintenant, il ne remarchera jamais complètement naturellement. Alors, cette belle histoire est quand même un peu ternie, malheureusement, par de la désinformation, parce que, dans un premier temps, on n'a pas parlé de marins, parce que les agresseurs étaient des racailles, et dans un deuxième ou un troisième temps, le politiquement correct a cherché à faire croire qu'il avait défendu un couple homosexuel. Et donc, le tweet que vous montrez, on voit le hashtag homophobie. Ben non, sauf que c'était un couple hétérosexuel. Ceci étant, ça ne change pas l'acte de courage. Il a défendu des gens agressés, qu'ils étaient homosexuels ou hétérosexuels, à la limite, peu importe. Simplement, on voit la capacité du système à manipuler l'information, dans un premier temps par le silence, dans un deuxième temps par le mensonge. Bon, ceci étant, belle Légion d'honneur, marin, c'est très bien. Alors, il y a d'autres choses assez intéressantes dans ces tweets à souligner. D'abord, il y a des journalistes de la Charente Libre qui sont mis en cause, simplement parce qu'ils ont montré les images d'une scène de théâtre de décapitation de Macron. Bon, c'est un peu gore, comme on pourrait dire. Il y a bien des chanteurs qui ont le droit de dire nique la France, donc voilà, pourquoi pas. Voilà. Mais on poursuit les journalistes pour avoir finalement montré des faits. Alors c'est vrai que c'est des faits qui concernaient le prince, donc Néron ne rigole pas. C'est très inquiétant malgré tout. Mais tout. C'est quand même très très inquiétant quant à l'état d'esprit de Macron. On a aussi le bobard Apathy. Apathy nous dit Éric Drouet, il a voté Marine Le Pen. Ah, quelle horreur. Alors je ne sais pas ce qu'a voté Éric Drouet. Bon, après tout, il a voté Marine Le Pen, il n'y a rien de déshonorant à ça. Hein. Mais, en tout cas, c'est pas établi. Mais ça fait rien, ça a arrangé Apathy. Hop, il l'a dit, pas de problème. Dernier élément, très intéressant aussi, c'est l'Italie de Salvini qui supprime les aides à la presse. Alors ils font ça progressivement, puisque ça démarre en 2019 et en fuseau jusqu'en 2022. Voilà ce qu'il faut faire. Que la presse, elle vive de ses lecteurs, et non pas de ses mensonges subventionnés. Voilà. Dernier point, la une du Monde a fait un petit peu de polémique. C'est peu de le dire. Hein. C'est vrai qu'elle est quand même assez particulière par le choix des couleurs. Là, Macron, dans la réduction à Hitlerum, là, on ne sait plus où ça va aller, quoi. Et dernier point d'information, tout de même, le chef de la communication de Macron va partir. Effectivement. Qui était d'ailleurs chargé des relations avec la presse. Ça défile beaucoup. Ça défile beaucoup. Effectivement. Alors, même s'il est peut-être lâché par son équipe, eh bien, on va le voir dans le troisième sujet de ce immédiat, eh bien, il est soutenu par plusieurs journalistes après ses vœux. Pour BFM TV, eh bien, c'est un président offensif qui a présenté ses vœux aux Français. Emmanuel Macron, offensif pour ses vœux aux Français. D'abord par sa posture, le président de la République s'est exprimé debout, le ton énergique, assuré. Il dit avoir entendu la colère exprimée par une partie des Français. Même choix de terme pour Laurence Ferrari sur CNews. Avec un président Macron qui, je vous le disais, est repassé à l'offensive lors de ses vœux pour redonner de l'élan aux réformes à venir. Alors, est-ce une simple coïncidence ? Eh bien, en fait, c'est l'AFP qui a employé ce terme et qui l'a propulsé, terme qui a été repris par de nombreux médias. On a par exemple La Croix qui titre « Macron repasse à l'offensive », L'Express, même titre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, l'AFP à l'origine de tout ça, et puis les médias qui reprennent, eh bien, c'est le storytelling, quoi. Macron à l'offensive. Oui, alors c'est d'autant plus intéressant qu'il y a des événements, l'AFP le couvre et pas les autres. Donc les autres, ils interprètent l'AFP et reprennent l'AFP. Donc c'est assez logique qu'ils reprennent le titre. Là, je veux dire, tout journaliste normal, il regardait les 17 minutes. C'est vrai que c'est assez laborieux. Il
faut tenir les 17 minutes. Mais enfin bon, un journaliste normal, il doit regarder les 17 minutes, il se fait sa propre opinion. Alors il peut trouver que c'est offensif, il pourrait trouver aussi que c'est agressif, quand il parle des foules haineuses, avec un rictus dans le visage. Bon, il y a plusieurs interprétations possibles. Mais là, il ne se fatigue pas, c'est l'AFP. On se demande s'ils ont même regardé le président, quand même, c'est inquiétant. Alors, on vous en avait parlé à l'instant, il y a une tirade qui est assez mal passée auprès de l'opinion publique et de nombreux observateurs, c'est la mention de foule haineuse. On va regarder l'extrait tout de suite. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel? D'où? Comment? Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Alors, il y a eu des réactions contrastées à ce terme « foule haineuse ». On note par exemple celle de Jacques Dion pour Marianne. Au XIXe siècle, les possédants vitupéraient les classes dangereuses. Aujourd'hui, à l'instar d'Emmanuel Macron, on fustige les foules haineuses. Les mots changent, les réflexes de classe restent. Autre réaction, eh bien celle de Jean Daumarchais qui écrit « foule haineuse, les mots de trop ». Alors c'est vrai que ce sont des mots qui ont beaucoup agité les réseaux sociaux et RT nous apprend qu'en réponse à Macron, une photographie de 2 gilets jaunes est devenue virale. Alors la photographie, la voici, c'est un couple de gilets jaunes pacifique, apaisé, dont la tête de la femme repose sur l'épaule de l'homme. Donc on est effectivement bien loin de la foule haineuse. Alors, heureusement, alors qu'une majorité de Français n'a pas été convaincue par ses vœux, Emmanuel Macron peut néanmoins compter sur le soutien de quelques journalistes et éditorialistes, comme par exemple Alain Duhamel, qui tweet « Après la période totalement atypique des Gilets jaunes, sans vrai précédent, avec une libération de la parole et une bonne dose d'irrationalité, Emmanuel Macron veut ramener ce débat inhabituel dans le monde réel. » Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y ait pas eu davantage d'analyse sur le comportement lui-même de Macron. Il y a eu des remarques sur le fait qu'il se tenait debout, pour dire, voilà, il a repris les choses en main. Personnellement, je trouve que le visage paraît très marqué. Les yeux sont parfois hallucinés. C'est quand même le président de la République qui a le pouvoir de police, qui a la force de frappe. Je me demande si c'est pas un petit peu inquiétant parfois. Mais je trouve que bizarre qu'il n'y ait pas plus de commentaires sur cet aspect-là des choses quand même. Alors, il y a eu des commentaires sur la dureté de son ton, effectivement, mais sur c'est vrai que les journalistes sont très prudents sur l'analyse du comportement et des traits d'Emmanuel Macron. Ils sont moins regardants quand il s'agit de Trump. Trump, qui est un extroverti, on n'hésite pas à lui promettre la psychiatrie, alors que Trump n'est pas halluciné. Il est peut-être un peu exubérant, mais il n'est pas halluciné. Voilà. Très bien, c'est la fin de cette première émission de l'année 2019. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous envoyer votre veille médiatique ou votre ressenti sur l'émission à l'adresse qui s'affiche à l'instant sur vos écrans. Et puis, Jean-Yves, à la semaine prochaine. Rendez-vous pour le prochain Immédiat.